Bonjour, dans cette vidéo, nous traitons la section 1.4.2 où l'on parlera du comportement de géodésiques voisines, l'une par rapport à l'autre. Alors, cette section fait partie d'un cours de géométrie et topologie des espaces fibrés appliqués à la physique, que vous pouvez trouver sur Internet. Alors, comme on l'a dit ci-dessus, il est parfois difficile, sur une surface quelconque, de prédire le comportement d'une géodésique partant d'un point donné et d'une direction donnée. Et il peut être utile pour l'intuition de remarquer que de façon concrète, on peut construire les géodésiques sur une surface de la façon suivante. Par exemple, sur cette surface qui est un vase, eh bien, pour construire une géodésique, vous prenez un ruban de scotch. Vous remarquez que si vous mettez un ruban de scotch bien correctement à plat sur une surface plate, comme sur une table, eh bien le ruban de scotch va décrire une ligne droite, donc une géodésique. Eh bien, c'est encore vrai sur une surface quelconque. Si vous partez d'un point avec une direction donnée et que vous posez bien à plat un ruban de scotch sans faire de pli, eh bien, ce ruban de scotch va suivre de façon déterministe la géodésique issue de ce point et de cette direction. C'est une façon de voir les géodésiques sur une surface. Et donc, sur ces photos, vous voyez quelques exemples de géodésiques. Là, sur ce vase, la zone ici est de courbure positive et la zone ici est de courbure négative. Alors, ce qui va nous intéresser ici, c'est le comportement de deux géodésiques voisines. Alors, remarquez que dans les zones de courbure positive, comme ici, si en bleu, gamma est une géodésique et gamma 2 est une géodésique partant d'un point très voisin avec une direction très voisine, eh bien, au cours du temps, la géodésique gamma 2 a tendance à osciller autour de la géodésique gamma. Et comme c'est comme un effet d'attraction, c'est comme si, par exemple, ne sachant pas qu'elles vivent sur une surface de courbure positive, eh bien, les géodésiques auraient l'impression de s'attirer mutuellement. Et au contraire, dans une zone de courbure négative, comme une selle de cheval, eh bien, deux géodésiques voisines, ça signifie partant de points voisins avec des directions très voisines, eh bien, leur écart aura tendance à s'amplifier exponentiellement au cours du temps. Un peu comme si, ignorant le fait qu'elles sont sur une surface avec une courbure non nulle, croyant qu'elles sont dans une surface à courbure nulle, plate, eh bien les géodésiques auraient l'impression de se repousser mutuellement. Donc en mathématiques, c'est ce qu'on appelle la théorie de Jacobi, qui concerne le comportement de géodésiques voisines en relation avec la courbure de l'espace. Et historiquement, ça a eu une importance considérable en physique, cette observation, car Einstein a ainsi reformulé les lois de la gravitation en montrant que ce ne sont pas des forces d'attraction entre les planètes, mais plutôt que chaque planète suit une géodésique, donc un mouvement libre dans l'espace-temps, et c'est l'espace-temps qui est courbé, un peu comme ici, avec une courbure positive, et cela se traduit par des illusions d'attraction entre les planètes voisines ou les planètes et les étoiles. Ainsi, la Terre tourne autour du Soleil, non pas à cause de l'attraction directe du Soleil sur la Terre, mais parce que la Terre suit une géodésique, donc un mouvement libre dans l'espace-temps, et l'espace-temps est courbé, et par conséquent, la Terre tourne autour du Soleil. Alors bien sûr, la courbure de cet espace-temps est due à la présence du Soleil, qui par ailleurs, comme a décrit Einstein dans ses équations, le Soleil et son énergie déforment l'espace-temps et créent de la courbure positive. Voilà, donc cette discussion était qualitative, heuristique. Vous pouvez, en cliquant ici, voir une expérience avec les rubans de scotch explicitement. Voilà, par exemple, dans la zone de courbure positive, lorsque on a ici une géodésique qui suit le vase, une géodésique voisine va osciller par rapport à la géodésique de référence.
Donc il s'agit d'oscillation de géodésique dans une zone de courbure positive. Et voici une expérience faite dans une zone de courbure négative, cette fois-ci. Donc une première géodésique est dans le creux du vase. Et on pose une deuxième géodésique, un deuxième ruban de scotch, avec une direction très légèrement différente. Et on voit une instabilité qui apparaît. Donc, dans l'exercice suivant, ce que l'on souhaite, c'est exprimer cela de façon quantitative, démontrer cette attraction ou répulsion en fonction de la courbure de Gauss. Alors pour cela, on considère une géodésique quelconque, paramétrée par le temps t, et qui est la longueur de la géodésique. Donc voici sur ce schéma, on part du point gamma 0, et gamma de t, c'est une géodésique sur la surface. Donc c'est schématisé. Ensuite, partant du même point gamma de 0, on considère une autre géodésique appelée gamma prime. Donc gamma prime de 0 égale gamma de 0, on part du même point, mais avec une autre direction, avec un angle appelé alpha 0, c'est l'angle entre la vitesse gamma point de 0, la vitesse de la trajectoire gamma, et la vitesse de la trajectoire gamma prime appelée gamma prime point de 0. Donc cet angle c'est alpha 0. Supposé très petit. Autrement dit, les géodésiques partent dans des directions très voisines. Et à un instant t ultérieur, on a le point gamma de t, et en ce point, on souhaite mesurer la distance entre les deux géodésiques. Alors pour cela, au lieu de partir dans la direction des géodésiques gamma, on part dans une direction orthogonale. Et dans cette direction orthogonale, partant du point gamma de t, on suit une géodésique, ici représentée en vert. Alors vous voyez que sur les espaces courbes, on n'a pas d'autre moyen que de suivre les géodésiques pour se déplacer. Donc on suit cette géodésique bien définie, en vert, avec toujours un temps qui correspond à la longueur du chemin parcouru. Et à un moment donné, on va arriver à intersecter la trajectoire gamma prime, donc c'est le point ici d'intersection, et on appelle x de t la longueur parcourue en vert avant cette intersection. Donc x de t, en quelque sorte, ça mesure la distance entre les deux géodésiques gamma et gamma prime, partant de ce point gamma de t. Voilà, et on affirme la formule suivante, c'est que, à condition que x soit très petit devant 1, et bien au premier ordre, la dérivée seconde de x par rapport au paramètre t, donc par rapport, disons, au temps effectué, est égale à moins k de t fois x de t, où k de t, c'est la courbure de Gauss mesurée en ce point gamma de t. Donc l'interprétation de cette formule, vous voyez, c'est comme une accélération égale une certaine quantité qu'on pourrait appeler une force. Et bien, cette force, si jamais la courbure est positive, à cause du signe moins, cette force est répulsive, cette force est attractive parce que elle est opposée au déplacement. C'est un peu comme la force de rappel d'un ressort. Et au contraire, si la courbure K est négative, eh bien, la force est dans le même sens que le déplacement, autrement dit, ça donne une force répulsive. Et ça explique ces schémas heuristiques qu'on a vus précédemment. Alors voici donc la démonstration de cette formule. Alors on part de ce schéma et on remarque que dans ce schéma, on a un triangle géodésique. En effet, c'est une géodésique gamma pour aller du point gamma 0 à gamma de t, une géodésique qu'on a appelée gamma prime pour aller de ce point à ce point gamma prime de t, et en vert, une autre géodésique qui nous a servi à mesurer la distance x de t. Comme c'est un triangle géodésique, on peut appliquer la formule générale des triangles géodésiques que l'on a démontré dans ce théorème, qui est que la somme des angles, moins pi, est égale à l'intégrale de la courbure. Alors, la somme des angles, ici on a l'angle alpha 0, qu'on a écrit,
Là, on a un angle qui est pi sur 2. Et finalement, ici, on a un angle qui est relié à alpha de t. Alors cet angle, on peut, juste par une petite considération, l'angle intérieur, ici, on peut voir que c'est pi sur 2 moins alpha de t. Et par conséquent, la somme des trois angles intérieurs moins pi nous donnera alpha 0 moins alpha de t. Et on peut donc écrire la formule de Gauss-Bonnet pour le triangle géodésique en déduisant que alpha de t est égal à alpha de 0 moins l'intégrale de la courbure. Alors c'est l'intégrale de la courbure dans cette zone, mais en supposant que l'angle alpha 0 est très petit, en réalité ce triangle est extrêmement fin et la courbure de Gauss dans le triangle peut être approximée par la courbure de Gauss le long de la trajectoire gamma. Et lorsque vous dérivez cette équation par rapport au temps, vous obtenez que d alpha sur dt, alors ça c'est une constante, donc c'est égal à moins l'intégrale de k de t moins cette intégrale, mais cette intégrale, la dérivée par définition, ça donnera l'intégrant à l'instant t. Donc ça donnera moins cette longueur x de t fois la courbure de Gauss au point gamma de t, donc moins k de t fois x de t. Donc on obtient cette écriture. Et or, si jamais vous voyez que en supposant que l'angle alpha est très petit, on voit que eh bien, dx sur dt, la variation de x est reliée à la valeur de alpha, hein, et que dx sur dt, dans ce petit triangle, c'est tangente de alpha, et donc si alpha est très petit, c'est à peu près alpha. Et donc d alpha sur dt, ce sera au premier ordre égal à dérivée seconde de x par rapport à t. Et donc on obtient la formule annoncée. Voilà. Et on rappelle que cette formule est très simple à résoudre dans le cas où la courbure est une constante. Par exemple, si c'est une constante positive, comme sur cette figure, eh bien cette équation-là, c'est l'équation qu'on appelle équation de l'oscillateur harmonique. Et la solution, c'est tout simplement un comportement oscillant pour x au cours du temps, avec une fréquence qui est racine de la courbure de Gauss qu'on a supposée positive. Voilà, donc ça nous donne bien ce comportement oscillant de la distance entre géodésiques voisines lorsque la courbure est positive. Et si jamais la courbure est constante négative, eh bien cette équation admet aussi de façon très simple une solution générale qui a un comportement comme ça exponentiel, montrant donc une instabilité au cours du temps concernant la distance x de t entre les géodésiques voisines, comme sur cette figure.